J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. It is on. On va commencer par un clap, allez, hop. Alors Patrick, je suis très, très content de t'accueillir aujourd'hui. Alors, c'est quoi ton histoire ? Aujourd'hui, Patrick, je rencontre de plus en plus de personnes avec des parcours, des trajectoires totalement différentes et incroyablement différentes. Et souvent, on va croire que pour atteindre un objectif, il faut un seul chemin pour pouvoir l'atteindre, alors que je crois profondément qu'on a une infinité de chemins qui peuvent mener à un objectif. Et à chaque chemin, il va y avoir des obstacles et il va y avoir des épreuves. Ce qui finalement va pouvoir être une montagne pour toi, pour moi, va pouvoir peut-être être une colline pour un autre. Et ce qui va être une colline pour toi, pour moi, peut représenter une montagne pour un autre. Et ça reste une épreuve. Finalement, nos histoires, qu'elles soient douloureuses, chaotiques ou lumineuses, elles vont nous construire et elles méritent d'être racontées. Et c'est pourquoi je lance alors ce podcast. Alors, c'est quoi ton histoire ? On va pouvoir se retourner finalement sur ton histoire et on va comprendre ce qui fait de toi celui que tu es aujourd'hui. Avant de commencer, il y a un petit format qui est le speedrun question, où je vais te poser des questions et tu vas pouvoir y répondre le plus rapidement possible avec une petite partie. Pourquoi ? Pourquoi tu réponds cette réponse-là à cette question. OK ? Let's go. OK. Ton prénom ? Patrick. Ton nom ? Azam. Ton prénom ? Patrick. C'était pas clair au début. C'est très bien. C'est très... Je suis attaqué. Hein. Ton âge ? Bientôt 31 ans, la semaine prochaine. OK. Ta profession ? Je suis doctorant en neurosciences, mais pas pour longtemps. Parce qu'après, il se passe quoi ? J'ai ma soutenance en octobre. OK. Donc je ne deviens plus doctorant. Heureusement, j'en ai assez pendant 4 ans. Donc voilà. T'es du matin ou t'es du soir ? Du soir. Du soir parce que je suis un vampire. Parce que le matin, non, je ne fonctionne pas. Je suis carrément une personne qui est... disons, le matin, je prends mon temps à me réveiller, à boire mon café, à regarder mon téléphone, à voir les séries, les nouvelles, etc. Et le temps passe et voilà, ça commence à être à 17h ou 18h et je me rends compte, OK, let's go, I can go out. Donc, je ne suis pas une personne du matin. Si tu me proposes un truc, je ne sais pas, une randonnée le matin, je te dirais certainement non. Même un brunch, bien que j'adore la bouffe, non. Non. Je sors le soir. Un endroit dans le monde où tu t'es senti le plus libre ? Oh là là, c'est marrant parce que le premier truc qui m'est apparu dans ma tête, c'est mon premier voyage qui était en Égypte. C'est mon premier voyage ever. Donc, c'était en Égypte, c'était en 2019, je me sentais totalement libre. C'était une expérience totalement incroyable et c'était sur les pyramides. Donc, c'était un sentiment qui était ouf. Donc, je me suis senti vraiment libre. Et c'était un truc que j'ai du mal à exprimer, enfin, à mettre les mots dessus. Donc, voilà, je dirais les pyramides de Giza. Ah ouais, ok. Ton petit plaisir coupable, Patrick ? Mon petit plaisir coupable, regarder des séries. Je suis un grand cinéphile, j'ai une souscription UGC illimitée, et donc je regarde plusieurs films par semaine. Ça dépend de ce qui est disponible. Je suis un grand amateur de films horreur, surtout, j'adore les films horreur. Et donc voilà, après le boulot, j'y vais quand j'ai le temps ou quand il y a un film qui m'intéresse, sans hésiter, même si c'est 2 heures, 3 heures, c'est mon petit kiff, quoi. Ok. Apprendre seul ou apprendre avec quelqu'un ? Apprendre seul. Je suis une personne plutôt vraiment solitaire. Ok. Donc, ouais. Ok. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner ? Les 3 ? C'est vrai. Pourquoi pas ? Pourquoi tu dois choisir ? Oui, c'est un choix. Du coup, tu peux très bien prendre les 3. Exact. Quantité ou qualité ? Oh là là. Mon petit thalamus là me dit quantité. Mon cerveau préfrontal me dit qualité parce que je veux pas m'empoisonner non plus. Je dirais un mix convenable. Ok. Je te pose la question, donner 1 000 € à une personne que tu connais en besoin ou donner
100 € à 10 personnes que tu ne connais pas, mais qui en ont besoin? Je préfère donner ça à une personne que je connais parce que peut-être que je connais un peu son background, ce qui se passe dans sa vie et tout, alors que j'ai un peu du mal à donner ça à des gens que je connais pas nécessairement, surtout que les moyens financiers, ça tombe pas des arbres. Donc, si j'en ai, non, je préfère donner ça 1 000 € à quelqu'un que je connais. Au moins, je sais où ça part. Enfin, que ça aide la personne que je connais. Bon, voilà. Ok. Carrière ou famille? Alors, c'est un sujet sensible, hein, carrière ou famille. Enfin, surtout quelqu'un qui a quitté sa famille pour poursuivre sa carrière. Je pense que la réponse, elle est claire, c'est carrière. Mais c'était pas facile du tout. Donc, je pense qu'on va en discuter, mais malheureusement, la vie t'oblige à prendre des choix dont on n'est pas vraiment content. Ça se dit? Pas vraiment content. Ouais. Donc, je dis carrière, mais malgré moi. D'accord. Montagne, mer ou forêt? Mer. Montagne, j'aime pas parce que les moustiques, hello, surtout que je suis de groupe sanguin O positif et que les moustiques adorent mon sang. Ouais. Peut-être que je suis diabétique, je sais pas. Faudrait que je vérifie. mais j'aime pas les montagnes, j'aime pas les forêts. Ça m'intéresse pas du tout. Je suis plutôt une personne qui aime la mer, surtout les plages à sable. Donc, ouais, mer. D'accord. Et là, serrer la main ou faire la bise? Serrer la main ou faire la bise. Après, en France, j'ai trouvé que les gens font plutôt la bise que de serrer la main. Je pense que c'est un truc culturel. Après, un autre truc aussi culturel qui est spécifique à l'Europe, c'est on fait 2 bises. Comme ça, tu vois. Au Liban, et tu as même certains endroits en France où ils font 3, voire 4 bises. Non, on fait 3. Alors, au Liban, on fait toujours 3. Tac, tac, tac. Donc, quand je me rappelle mes premières semaines où je saluais des gens, donc je faisais des bises. 1, 2, 3. À la 3e, ils étaient un peu... me regardaient comme ça. Donc, ça va, mon mec, on se connaît à peine. Donc, ouais, j'ai appris que c'est 2 bises en France, en tout cas sur Paris. Je pense que c'est le sud, que c'est à 3 bises. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, donc non, je dirais bise quand même. D'accord. Trouver les mots justes pour consoler ou se taire et faire un câlin? Ça dépend de la personne. Il y a des gens qui ne sont pas très physiques. Donc, il y a des gens que c'est plus important pour eux de dire les mots comme elles sont, de les consoler verbalement. Et certains d'autres c'est juste peut-être, je sais pas, de la neuroscience, qu'ils préfèrent des câlins parce qu'ils en ont besoin. Donc, ça dépend de la personne. Donc, voilà. Je comprends totalement. Suivre ton instinct ou suivre des conseils? Suivre ton instinct ou suivre des conseils? J'ai appris avec le temps de suivre le conseil des autres. Parce que on se dit que ouais, je connais tout dans la vie, que j'ai assez d'expérience, donc je peux faire mes propres choix, ce qui est très bien, hein, je ne dis pas le contraire, mais parfois, on n'a pas la vision que les autres ont sur moi. Et donc, le fait d'avoir une personne qui est extérieure à ce qui est toi-même, ça t'aide un peu à avoir un reflet de ta vie. Donc, parce que cette personne-là a plus de recul? Voilà, exactement. Donc, c'est ce que tu as mis les mots dans ma bouche. Donc, ça dépend en effet. C'est très bien de suivre son propre instinct, de dire je vais faire ça, je vais faire ça. C'est un signe d'autonomie, d'indépendance. Mais il est très bien aussi d'écouter les conseils des autres parce que tu n'as pas le recul nécessaire que tu en as besoin pour faire les bonnes décisions, surtout si c'est des décisions qui sont majeures. Donc, je dirais un mixte aussi. D'accord. Être aimé ou être respecté? Alors, le Patrick... Tu me connais bien, je dirais être respecté parce que je suis vraiment cash, moi, je m'en fiche si les gens m'aiment ou pas. J'aimerais bien être respecté parce que la vie fonctionne comme ça. Donc, tu rencontres des gens que tu connais pas nécessairement. La plupart des gens, en effet, que tu rencontres dans ta vie ne sont pas des gens qui vont nécessairement t'aimer. Donc, que ce soit dans ta carrière, que ce soit dans d'autres trucs, à part ton cercle intime de la famille, des amis, etc., tu rencontreras beaucoup de gens qui n'y a pas ce rapport intime, mais tu auras besoin d'être respecté quand même, sinon personne ne te prendra au sérieux et tu vas galérer. Donc je dirais plutôt respect et être aimé. Je suis déjà aimé par ma famille et par mes amis, donc
j'en ai pas besoin de plus. D'accord. Et pardonner ou tourner la page? Alors, je vais pas mentir parce que je pense que mes amis vont regarder ce truc-là, ce podcast, mais ils savaient que je suis rancunier. Ok. J'ai du mal à pardonner. Surtout parce que j'ai du mal, bien que je suis un peu cash dans certaines choses, et que je suis direct et tout, mais j'évite de vexer la personne et de connaître mes limites avec la personne en question. Donc, je lui donne le nécessaire. Et pour moi, c'est un truc que j'applique sur moi-même aussi. Donc si moi, j'ai respecté tes limites et j'ai respecté tout ce qui te concerne, pourquoi tu me fais pas pareil? Donc, voir quelqu'un qui n'a pas le même comportement envers moi que comme moi, je me comporte avec lui, ça me met vraiment mal à l'aise. Et j'ai du mal à pardonner la personne en question. Parce qu'il n'a pas eu la même réaction que moi, ou le même comportement que moi, ou le même respect que j'avais pour lui ou pour elle. Peut-être c'est un défaut de chez moi, hein, que j'applique un truc que j'ai pour moi-même, pour tout le monde, alors que pas nécessairement tout le monde a la même réaction que moi. Et donc, j'ai un peu du mal à pardonner les gens. Donc, parce que tu pars du principe que je ne veux pas qu'on me fasse ce que je ne veux pas faire aux autres. Merci. Désolé, hein, mon français n'est pas top. Ma langue française n'est pas maternelle, mais... C'est très, très bien, Patrick. On t'entend et on te comprend parfaitement. Mais je sais, c'est un effort. Hein. C'est un travail énorme. On en parlera aussi. Exactement. Pouvoir parler toutes les langues ou pouvoir comprendre toutes les émotions? C'est quoi cette question-là? Je dirais parler toutes les langues. Parce qu'il y a certaines langues qui me fascinent. Enfin, il n'y a aucune langue qui ressemble à l'autre. Enfin, même les langues latines, si tu parles espagnol ou tu parles français, c'est pas exactement... Elles sont proches, les deux. Les deux langues, elles sont pas exactement les mêmes. Même l'arabe, qui est à tout un autre niveau. J'aimerais bien parler toutes les langues, en effet. D'accord. Au moins, ça me permettra de voyager partout. Si tu pouvais revivre un seul moment ou un seul jour de ce que tu as déjà vécu, lequel ça serait? Je répète, mon premier voyage en Égypte. C'était formidable. C'était juste parce que c'était mon premier voyage et parce que la première chose qu'on a visité en Égypte, tout direct de l'aéroport, avant même qu'on dépose nos bagages dans l'hôtel, on a passé aux pyramides de Giza. Donc, ce moment, c'était vraiment... je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était vraiment l'apogée, je dirais, de toutes les émotions que j'avais, que voilà, je voyage, je suis en train de voyager, je visite un pays, je vois les pyramides de Giza, c'est pas a conspiracy theory, je le vois bien devant moi. Hein, donc, c'était un sentiment incroyable. Donc, et à chaque fois où je me sens triste, parfois, je me rappelle de ce moment en question où j'étais devant les pyramides qui étaient géantes. Non, mais vraiment géantes. Les photos ne décrivent pas assez combien elles sont grandes, les pyramides. Je me dis, c'est un sentiment incroyable. D'accord. Et là, il reste plus que 2 questions. La première, c'est si tu pouvais dîner avec quelqu'un aujourd'hui, de vivant ou de mort, qui ça serait? Tu connais la réponse, Durcier. On en a parlé en plus là. Gaga. Bah ouais, exactement. Je la kiffe, cette meuf. C'est une artiste incroyable. Et bien sûr, ce sera Lady Gaga parce que c'est une personne qui a commencé. Elle était une artiste méconnue, un peu bizarre au début, comme tout le monde connaît, mais qui a beaucoup combattu. La misogynie, elle a combattu le regard de l'industrie pop à cette époque où c'était vraiment, tu dois être une belle poupée, nani, nanana, elle s'en fichait. Elle a mis une robe en viande. Qui fait ça? Une robe en viande n'est pas sexy. C'est juste un statement de dire que voilà, I am here, notice me. En plus, sa musique, elle est incroyable. Donc, cette personne en question, elle est juste un grand respect pour elle, quoi. Donc, c'est mon icône. D'accord. Et si aujourd'hui, tu imaginais toutes les contraintes que tu peux rencontrer et qu'on les enlève, on les souffle toutes, eh ben, qu'est-ce que tu ferais? On te laisse une semaine sans contrainte, 0 contrainte. Qu'est-ce que tu fais? Visiter tous les pays du monde
Parce que la contrainte majeure, c'est la contrainte financière. Donc, voilà, je dirais ça. Pendant une semaine, visiter peut-être l'Europe. J'aimerais bien enfin visiter New York, même l'Antarctique. Pourquoi pas? Enfin, la Terre est grande, elle est immense. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on connaît pas et tout. Je dirais bien l'Antarctique. C'est fascinant d'aller en Antarctique, tu trouves pas? C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord. Franchement, j'aimerais bien avoir justement cette possibilité-là et aller découvrir tout ce qui se cache au fin fond de la Terre, mais tout. Même les coins où personne ne va. Pour continuer sur cette image de collines et de montagnes dont on parlait au début, même quand on est en train de faire une randonnée ou on fait l'ascension de la montagne, même quand on n'est pas au sommet, on se retourne pour voir le parcours qu'on a, le chemin qu'on a parcouru. Et finalement, aujourd'hui, avec toi, je t'invite à ce qu'on se retourne aujourd'hui sur ton parcours, ce qui fait de toi finalement l'homme que tu es aujourd'hui, ce qui fait de toi la personne que tu es aujourd'hui, les rencontres que tu as pu faire, les chemins par lesquels tu as dû passer, ta trajectoire qui t'a amené ici aujourd'hui. Alors, Patrick, la question que j'ai, c'est quoi ton histoire? Alors, mon histoire, pour ceux qui ne le savent pas, Durcet est mon collègue. Donc, on partage le même bureau et comprend toutes les galères que j'ai passées, surtout les 3 dernières semaines ou les quelques derniers mois. Donc, exactement. Il sait bien de quoi il s'agit, ma vie et tout. Donc, c'est quoi mon histoire? Quand tu me poses la question comme ça, je ne sais pas où commencer. Parce que ma vie, surtout mes vingtaines, je dirais, parce que là, je vais avoir mes 31 ans, c'était un roller coaster. Donc c'était des montagnes russes parce que moi, à la base, je suis libanais. Donc voilà, ça va faire bientôt 4 ans que je suis en France. Je suis venu pour mon doctorat en neurosciences dans le même labo avec Durcia. Et c'était pas un truc facile. Donc quand tu me demandes c'est quoi ton histoire? Je pense que mon histoire commence là. D'accord. Mon histoire commence du fait de quitter ma famille, de quitter mon pays, d'avoir des doutes sur moi-même au début. Est-ce que je suis capable de faire cette aventure? Est-ce que j'ai assez en moi pour faire cette aventure? Est-ce que je vais pouvoir exceller dans mon doctorat? Est-ce que le labo dans lequel que je vais intégrer, qui va être plus ou moins ma famille ou l'endroit que je vais visiter le plus dans les 4 prochaines années va être un endroit qui est bien, qui ne soit pas un milieu toxique? Est-ce que je vais avoir une boss ou un boss qui est bien, qui va pouvoir bien gérer mon projet de thèse? Est-ce que je vais pouvoir trouver un appartement qui est bien convenable pour moi? Parce qu'on entend bien les histoires sur Paris que tu n'as pas d'argent, tu vis dans un 9 mètres carrés, donc c'est triste. Donc tout ça, c'était la culmination de est-ce que je suis prêt à quitter ma famille, à quitter tout pour vivre cette aventure. Et donc, la décision, elle était facile du point de vue l'apprendre. Genre, OK, je vais chercher un doctorat. Maintenant, j'avais fait un master en neurosciences cognitives et comportementales. J'ai travaillé pendant 4 ans dans un laboratoire de radiobiologie, donc, qui n'est même pas en relation avec la neuroscience. Donc, j'ai appris toutes les expériences nécessaires à faire les manips nécessaires, donc toutes les techniques, j'ai publié et tout. Mais je savais qu'à un moment donné, après 4 ans de travail là-bas, que c'était le point max que je pouvais faire niveau boulot, niveau domaine, niveau pays. Enfin, je ne pouvais pas faire plus. Et que la décision nécessaire pour évoluer niveau carrière était de voyager et de faire un doctorat ou de trouver quelque chose qui est au-delà de ce que je fais maintenant. Et donc, évidemment, la décision la plus logique en ce temps-là, c'est de trouver un doctorat. Je t'ai dit que j'avais un background qui est plus ou moins OK, j'avais les techniques nécessaires, j'avais assez de publis, et voilà, c'est comment j'ai tombé sur le labo en question, dans lequel j'ai passé ma thèse. Et c'était pas facile. C'était pas facile, c'est plutôt la période avant de venir sur Paris. La première semaine sur Paris, c'était OK. Après, tu oublies. Tu vois, tu vis ta vie. Tu te découvres, tu t'épanouis. C'était la période avant d'aller sur Paris où
tu te dis, c'est la peur de l'inconnu. On connaît Paris, on connaît la Tour Eiffel, on connaît les Champs-Élysées, on connaît l'Arc de Triomphe, on connaît Macron, même au Liban. Macron a visité le Liban 3-4 fois. Hein. Il est vénéré au Liban. Mais je ne vais pas passer ma thèse à la Tour Eiffel. Je ne vais pas passer ma thèse aux Champs-Élysées. C'est juste des images qu'on voit dans les médias et tout. Et c'est très beau. Paris, elle est très belle. Je pense qu'avec toutes les visites que j'ai pu faire au niveau Europe et tout, c'est la ville la plus jolie, quoi. Enfin, et je suis très content d'y vivre. Mais il faut prendre le côté aussi niveau vie. Est-ce que je vais pouvoir vivre convenablement là-bas? Est-ce que le risque que je vais prendre, il va être rentable? Est-ce que ça vaut la peine de quitter ma famille, de quitter son petit nid là, sa petite famille, la bouffe libanaise, tout ça? Est-ce que ça vaut la peine? La plage. La plage aussi, carrément, la plage, quoi. Le soleil, même pas la plage, le soleil quand même. Et ma réponse finale, enfin, je dirais oui. C'était pas facile du tout, je l'ai dit plusieurs fois, mais ça vaut la peine. Parce que Patrick, avant de venir sur Paris, était totalement différent du Patrick quand il est venu sur Paris. Et après, c'est un truc qui a totalement changé ma vie. C'est la décision qui a... la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Et c'était pas facile, surtout de quitter sa famille, de parfois vivre des moments de solitude. Je suis finalement un immigré, bien que je connais la langue française, parce que j'ai une éducation française pour ceux ou celles qui ne savent pas. Le Liban, enfin, la plupart des écoles au Liban, elles sont à base d'éducation française. Donc, la langue en question n'était pas un problème. Donc, je suis chanceux et reconnaissant d'avoir un petit plus par rapport à d'autres peut-être immigrants ou immigrés qui ne connaissent pas nécessairement la langue et que c'est une vraie galère. Donc... Et qu'est-ce qui était différent finalement pour toi entre le Patrick d'avant et le Patrick d'aujourd'hui? Comment tu définirais le Patrick d'avant? Comment il était, le Patrick au Liban? Anxieux. Anxieux de ouf. Parce que c'est pas seulement moi. Enfin, j'ai déjà des prédispositions anxiolytiques. Non. Des prédispositions... Anxiogènes. Anxiogènes, des prédispositions... Ah là, j'ai touché le micro. Désolé. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai des prédispositions d'anxiété. Donc déjà ça, je le connais bien, niveau Patrick lui-même. Mais aussi c'est l'environnement. Donc le Liban a passé beaucoup de situations difficiles, surtout à partir de 2019. C'était une galère, la crise économique, la révolution de 2019, l'explosion du port de Beyrouth, le Covid. C'était une catastrophe totale. Et donc, non seulement c'était au niveau personnel que Patrick doit quitter le pays parce qu'il doit poursuivre sa carrière, mais Patrick aussi doit quitter le pays parce qu'il mérite mieux. Et pas que Patrick. Tous les Libanais méritent mieux. Et malheureusement, pas tous les Libanais ont le choix de changer de vie, de partir comme ça et de poursuivre leur vie dans un autre pays. Moi, je reconnais que je suis vraiment chanceux. Et je suis très reconnaissant, mais en même temps, j'ai beaucoup bossé pour arriver à ce point. C'était pas en clin d'œil, c'était pas genre « Ah oui, ok, le Liban, ça va pas, je vais prendre mon passeport français qui n'existe pas et je vais me casser en France. » Non, c'était pas comme ça. Moi, je bossais beaucoup, j'ai travaillé dur pour avoir un profil qui était adéquat pour retenir l'attention des personnes dans un laboratoire français, comme dans le nôtre, pour qu'ils disent « Ah ok, c'est un candidat peut-être valable pour notre projet de PhD et donc on peut lui faire confiance. » Ça s'achète pas. Ça, c'est vraiment difficile d'avoir la confiance de quelqu'un qui ne te connaît pas, parce que la plupart des gens ici, ils font un master, surtout dans le domaine de la biologie, parce que c'est le domaine qu'on partage moi et toi. Ils font un master 2 et ils disent « Ok, je continue dans le même labo pour faire ma thèse. » Ils font un concours d'école doctorale et la plupart du temps, enfin, pour ceux qui ont bien bossé, ils l'ont. C'est une bourse pour 3 ans. Mais moi, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas fait mon master en France. J'ai fait mon master au Liban
Et j'ai travaillé pendant 4 ans après ça. Donc, j'étais un peu loin du côté master. Et, Des études de... ouais, ça fait un petit Ouais. moment, quoi. Ouais, ouais. Je me suis dit que peut-être j'avais, je pense, 26, 27 ans, que c'était un peu trop tard pour moi pour faire un Ouais. PhD, nanani, nanana. Mais après tout, non, c'était pas trop tard. Là, je finis mon PhD à 31 ans et je le regrette pas du tout. Quand tu étais au Liban, tu étais très anxieux parce que l'atmosphère était anxiogène. Quand tu arrives à Paris, qu'est-ce qui te fait t'évader parce que tu as eu des moments difficiles, on pourra aussi en discuter. Mais qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que, en fait, le Patrick anxieux n'est plus là? Très bonne question. Je pense que c'est plusieurs facteurs qui étaient simultanés. La première, c'est que j'avais déjà beaucoup d'amis ici qui sont partis avant moi pour soit suivre leurs études, soit faire leur PhD et tout. Donc ça m'a rassuré d'un coup. Le deuxième facteur, c'est que j'ai gagné une indépendance que je n'avais pas au Liban. Ça va être peut-être un truc con, mais par exemple, les métros. Au Liban, il n'y a pas de métro. Au Liban, j'avais même pas une voiture. Donc, c'était très difficile d'aller au travail, d'aller attendre un bus que je connaissais pas quand il arrivera. Je l'attendais et ça prenait genre 3 heures pour aller au boulot alors que c'est pas très loin. Je me sentais vraiment restreint. Niveau transport, niveau Patrick a envie, je sais pas, de boire un verre quelque part, c'était pas possible, tu vois. C'était pas une décision, tu vois, que je prends à un clin d'œil parce que j'avais pas de voiture, j'avais pas de moyens. Donc la première chose qui m'a vraiment libéré sur Paris, c'est que il y a le métro. Je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. Et Paris est très bien desservi comparé au Liban. Parce que... C'est vrai que... Mais tu vois ce que je veux dire? C'est juste un truc qui est peut-être stupide pour les Français, parce que les Français ont ça depuis 1900, je sais pas, 1800, je pense même, et que c'est inné dans la culture, inné chez le Français et tout. Moi, je l'avais pas. Moi, c'était un problème vraiment d'aller quelque part, tu vois, ou dépenser beaucoup de thunes, soit prendre un Uber, soit prendre un taxi pour aller je sais pas où. Et j'ai essayé pour économiser à avoir une voiture, mais je pouvais pas parce que j'avais d'autres responsabilités en même temps. Donc, c'était pas genre, j'étais aisé et je pouvais mettre de l'argent à côté et voilà, tu vois, j'achète une voiture et c'est bon, le problème est résolu. J'avais pas ce luxe. Ouais. Et je pense que aussi ça m'a vraiment poussé à me dire, OK, je me casse aussi du Liban parce que voilà, j'avais besoin de cette liberté où je fais ce que je veux quand je veux. Et c'est un truc qui m'a rendu moins anxiogène sur Paris parce que j'étais libre. Je ne vais pas m'inquiéter sur ce point-là. Ouais. Donc, tout à l'heure, tu as dit que voilà, il y a une part de chance dans ton parcours, mais il y a aussi une part où tu as travaillé. Tu estimes, quelle est la part de la chance que tu as eue? Quelle était cette part-là? Alors, la chance que j'ai eue, c'est que... à quoi elle était liée? À la disponibilité. Que, par exemple, le labo dans lequel je suis avait besoin d'un candidat et j'ai appliqué au bon moment. Ça, enfin, c'est vrai que ton CV et ton profil, il est très important, mais le fait que ce labo ait besoin d'un PhD en ce moment et que tu appliques aussi en ce moment et que vos chemins vous croisent en même temps, enfin, ils se croisent, ça, c'est de la chance, tu vois, parce que on connaît très bien que pas tous les labos ont des disponibilités tout le temps. Et parfois, il y a des labos qui n'ont pas des disponibilités pendant des mois et même des années. Et donc, le fait que, voilà, j'ai appliqué, j'ai postulé pour ce labo comme ça, je ne sais pas, je ne sais pas si j'aurai une réponse ou pas. Et bam, j'ai une réponse. Donc voilà, je me suis dit, OK, maybe I'm destined to go there. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est ça la part de la chance. On se dit parfois que ouais, c'est moi le problème, je n'ai pas un profil assez développé. Peut-être c'est vrai, je ne sais pas, je ne connais pas. Enfin, ça dépend de ce que tu cherches. Peut-être que ton profil n'est pas assez développé, tu n'as pas assez d'expérience et qu'on va regarder ton profil et on va te le rejeter. Ça, c'est correct. Mais en même temps,
cette occasion, cette disponibilité, elle doit être là. Je pense que c'est comme ça que la chance booste un peu, pas trop, hein, booste un peu le fait que, ok, tu trouves ton boulot, ou tu trouves ton parcours, ou un poste que tu cherches. Et je pense que c'est comme ça que la chance joue son rôle, mais pas plus. D'accord. Finalement, tu as intégré donc, ton programme il y a 4 ans, c'est ça, et tu vas soutenir très bientôt. Tu travailles sur quoi? Oh là Alors, dans le labo auquel nous sommes, c'est un labo de neurodéveloppement. Donc, c'est un laboratoire qui étudie le développement du cortex cérébral. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un cortex cérébral, c'est un mot fancy pour dire cerveau. Donc, on étudie comment comment le cerveau se développe et tout. Mais on a une petite spécialité dans le laboratoire où on étudie plutôt des neurones qui sont transitoires. Ce sont des neurones éphémères. Et c'est quoi des neurones éphémères et transitoires? C'est des neurones qui existent que pendant la formation de l'embryon. Donc, la période où le cerveau se forme, il y a ces neurones qui existent. Ils font un rôle qui est super important pour le développement du cerveau. Mais après la naissance de l'individu, elles disparaissent. Sauf que cette cellule, en effet, en tout cas, ces cellules, parce il existe plusieurs types, elles existent au-delà de la période de leur mort dans certaines maladies neurodéveloppementales et notamment dans des trucs qu'on connaît, par exemple dans la schizophrénie ou dans l'autisme, où on a remarqué que ces cellules persistent. Mais pourquoi? Comment? Est-ce que c'est parce que ces cellules persistent qu'on a la schizophrénie et l'autisme, ou parce qu'on a de l'autisme et schizophrénie que ces cellules persistent? Après, c'est un peu exagéré ce que je dis parce que ce n'est pas une cellule qui est responsable d'un syndrome en entier ou du spectre en entier, mais peut-être ça contribue au phénotype. Donc, on travaille plutôt sur ça. C'est ça notre thématique dans le labo, où on essaye de comprendre ces cellules en question, pourquoi elles meurent après la naissance de l'individu en question. Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi? Et si on fait persister cette cellule au-delà de la fenêtre de leur mort, qu'est-ce qui se passe? Comment leur persistance qui est anormale peut influencer les circuits corticaux? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Est-ce que le cerveau se comporte très bien? Est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on n'a pas de problème? Donc, c'est plutôt enfin ça le sujet de ma thèse en question. Que je trouve que c'est un sujet qui est très fascinant parce que c'est des cellules que, à travers des siècles, on les a un peu rejetées parce qu'elles n'étaient pas intéressantes. Elles mouraient après la naissance et tout, et on s'en fichait. Mais après, on a découvert qu'elles jouent un rôle très important dans la lamination du cerveau, donc dans la formation des plusieurs couches du cerveau. On a trouvé aussi qu'elles persistent dans certaines maladies neurodéveloppementales. Donc, je trouve que mon sujet était super intéressant, et j'espère que tu trouves le tien aussi. Exact. On se retrouve avec toi à parler finalement de toi au présent, sur le Patrick, aujourd'hui doctorant en neurosciences et bientôt post-doctorant. Et on va s'interroger un petit peu sur le Patrick d'avant. On va aller voir un petit peu ce Patrick-là, ce Patrick avant de quitter le Liban, comment il était, dans quel type de famille il a grandi, dans quel cadre il a grandi, dans quel environnement il a grandi, comment était le Liban dans tes souvenirs. Quel souvenir t'as du plus jeune que tu te souviennes? Le Patrick au Liban, c'était un Patrick immature. Mais c'est normal que je sois un Patrick immature. Tout le monde, on n'est pas mature, sinon on ne passe pas ces phases-là, on n'est pas sage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le Patrick au Liban, il était un Patrick immature. C'était un Patrick aussi qui s'en voulait beaucoup pour beaucoup de choses. C'était un Patrick qui ne comprenait pas, en effet, que la plupart des raisons de son anxiété, c'est parce qu'il se mettait beaucoup des barres très hautes qu'il n'arrivait pas à achever, qu'il n'arrivait pas à atteindre. Et ça lui créait une anxiété qui était énorme. Et c'était une question de loupe. Donc, comment on dit de cercle. De cercle, voilà, un cercle vicieux qui ne se finit pas. Et surtout, un Patrick qui s'en voulait à chaque fois qu'il s'échouait.
Donc, je suis pas capable de faire ça, je me sens nul. Tu vois, tous tes démons, your inner saboteur, comme on dit en anglais, ton saboteur, on dit ça en saboteur, Ouais. ton saboteur interne qui te dit que tu n'arriveras pas à faire ça, que tu es inutile, que tout le monde te déteste. C'est des idées que tout le monde a à un certain moment, tu vois. Et le seul truc qui m'a vraiment poussé à sortir de ça et qui m'a permis d'avoir une certaine paix avec moi-même, c'est que tout d'abord, je suis humain, que je connais pas tout et que c'est OK de faire des fautes. Et là, je le dis pas assez, mais j'essaie de dire ça à tout le monde dans mon entourage. C'est OK de faire des fautes parce que c'est en faisant des fautes qu'on apprend. Et ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas quand tu fais des fautes, parce que c'est les fautes qui te permettront d'apprendre, qui te diront quoi faire pour la prochaine, pour le prochain truc que tu auras. Je te donne un exemple con. Moi, je suis pas un fashionista. J'achète les habits qui me plaisent, dans lesquels je me sens confortable. Mais parfois, j'achète des habits qui se rétrécissent après un premier lavage. Je dis, putain, non, mais Patrick, tu es vraiment con, tu n'arrives pas à acheter le bon truc pour toi. Ou tu achètes un truc que tu crois que c'était convenable pour toi, tu entres chez toi, tu te le mets dessus. Ah ouais, non, je vois mon gros ventre là. Mais c'est OK. Au début, je m'en voulais beaucoup parce que c'était de l'argent gâchis. Mais là, je me dis, fuck it. Alors, je lui dis maintenant, désolé dans ton podcast, mais fuck it. OK, ça marche pas. Tu revends, je sais pas. Tu retourneras dans le même magasin, tu feras une meilleure recherche, ça c'est clair. Tu seras plus careful, trouvant les trucs qui pourront te déranger, la taille, etc. Là, je donne un exemple, mais ça t'apprendra. Et même si, en faisant ça, tu retournes avec un truc qui ne marche pas encore, it's fine. C'est pas la fin du monde. Ne t'en veux pas. Pas tout le monde est expert dans les habits. Enfin, je donne les habits comme un exemple, mais c'est un truc qui me faisait du stress aussi parce qu'à un moment donné, je savais pas quoi choisir ou que c'était de l'argent gâchis et ça me causait beaucoup d'anxiété. Mais à la fin, je me suis dit fuck it. Et c'est comme ça, en apprenant ça, que j'essaie d'appliquer ça partout dans ma vie. Que ce soit une décision grande, que ce soit une décision minime, une décision moins importante. Moins importante. Tu te dis, c'est OK, même si tu fais des fautes, c'est pas grave. C'est comme ça que tu évolues, enfin, niveau humain, pour la moindre des choses qui sont banales dans ta vie. Et on se rend pas compte que peut-être ces petits trucs banals qu'on fait dans la vie et qu'on se met des stress dessus, ça te cause des problèmes majeurs à la fin. Je pense que c'est une accumulation de petits trucs qui ne va pas dans notre vie et avec un truc qui est très immense et on pense qu'on va pas, on n'est pas correct, qu'on s'en veut beaucoup pour des choses qui à la fin, ne servent à rien. Et tu peux toujours réessayer et tu peux toujours corriger et tu peux toujours apprendre et tu achèteras de nouveaux habits et tu feras de nouveaux trucs encore et ça va pas finir. Même quand tu auras 60 ans, 70 ans, tu vas toujours faire des fautes. Et donc, quand je me suis rendu compte de ce principe que it's fine, ça m'a libéré de beaucoup de choses. Dans la moindre application que je fais dans ma vie, dans la moindre décision que je prends, fuck it. Et qu'est-ce qui t'a permis de prendre conscience de ça? Est-ce qu'il y a eu un instant, une rencontre qui a été un déclic pour toi? Ça va être un truc con, mais je suis très fan d'une série, je ne sais pas si tu connais RuPaul's Drag Race, pour les personnes queer. Hello. C'est une drag queen qui l'avait dit, en effet. Peut-être que l'idée déjà dans ma tête a commencé à germer, mais c'est une drag queen qui s'appelle Evie Oddly, All Star Season 7, où elle se dit, RuPaul, le juge, lui pose des questions, je ne me rappelle plus de quoi il s'agissait, mais il lui disait un truc et elle lui a dit I learned that it's okay to do mistakes. It's fine to do mistakes. I am human. C'est OK de faire des fautes. Et je me suis dit, mais putain, elle a raison. C'est un truc super con. C'est pas un moment dramatique qui se passait dans ma vie pour dire, ah ouais, j'ai appris à me lâcher, tu vois, etc. Non, c'était juste
une prise de conscience j'avais juste besoin d'un stimulus. Tu vois, un stimuli, non, un stimulus. Et pour me dire qu'en effet, it's fine, c'est OK. Donc, voilà, peut-être j'utilise ton podcast pour diffuser ce message parce que je pense que l'anxiété en question, la plupart de nos anxiétés en question, c'est un jugement de soi-même, un jugement de ce qu'on fait nous dans la vie. Et quand on n'est pas content avec soi-même, on commence à juger d'autres personnes et on juge leur vie. Et c'est un cycle vicieux. Tu te mets la barre très haut, pour d'autres personnes aussi. Et ça se finit pas. Je vais donner un exemple con comme les habits, mais c'était vraiment un sujet qui me pesait. J'avais pas une phobie, mais j'évitais d'aller acheter des habits parce que j'avais peur d'acheter le mauvais truc. Tu vois, de te gaspiller de l'argent pour rien. À un moment donné, I was like... Ça pousse pas dans les arbres, mais ça ne vaut pas le coup que je me mette aussi mal pour ça. Et aussi, c'est pas que ça. C'est parce que mon oncle est récemment décédé. Et il était comme un père pour moi. Et il retournait de vacances. Il était au Bali. Il avait un arrêt cardiaque. Et voilà, il avait 60 ans. Pour moi, 60 ans, c'est jeune. Bien sûr. Et je me suis dit, on s'attendait pas. C'est pas genre il était malade et qu'on s'attendait à un moment donné qu'il allait partir, tu vois. Mais lui, c'était vraiment soudain. Et ça, c'est un truc qui a aussi solidifié ma pensée concernant se lâcher un peu dans la vie, de pas prendre des choses au sérieux, d'être un peu YOLO, you only live once. Au début, je détestais ça, YOLO, tu vois, les trucs, tu fais des trucs stupides. Ouais. Mais il y a une petite vérité dans cela où tu te dis, ouais, c'est vrai, je vis une fois dans la vie. Enfin, pour les autres religions, je ne sais pas si vous revenez 3000 fois, mais on vit une fois. Et c'est un truc, on ne sait pas quand on part. Peut-être là, je parle avec toi dans le podcast, demain, je meurs. C'est un peu sombre ce que je dis, tu vois, mais c'est aussi un réflexe. Tu te dis, quand tu te mets ce contexte, cette perspective, tu te dis, est-ce que mes problèmes là que je passe dans ma vie, ça vaut la peine? Je pourrais mourir demain. Est-ce que si j'ai des problèmes de trouver un appartement, c'est chiant, je suis d'accord. Trouver un appartement, c'est vraiment chiant, surtout sur Paris. Mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir tellement de stress que ça va me causer des problèmes à moi, des problèmes de santé mentale, des problèmes physiques, et que, je sais pas, peut-être demain je mourrai soudainement comme ça, sans m'attendre, soudainement. Ça, je pense que c'est ma plus grande phobie, de mourir comme ça. Sans pouvoir finalement profiter réellement de la vie, de ce qu'elle offre, en dehors de tout ce qui est professionnel, en dehors de tout cadre ultra sérieux, pouvoir finalement profiter en toute détente. En tout cas, la santé mentale, c'est la chose la plus importante. Parce que si tu n'es pas bien dans ton corps, c'est pas ton corps qui ne va pas bien. Si toi, tu n'es pas bien dans ton corps, si tu ne te sens pas bien, tu n'arrives pas à fonctionner, ça, c'est un grand problème. Et je suis content, par exemple, qu'en France, on prend de plus en plus au sérieux la santé mentale. Parce que vraiment, on n'en parle pas assez. La dépression, l'anxiété, les troubles bipolaires, c'est des trucs qui sont de vraies maladies. Et certaines personnes sont plus prédisposées à l'autre que d'autres. Donc, je pense que oui, il faut avoir une très bonne santé mentale. Il faut vivre la vie, tu vois, parce qu'on ne sait pas quand on meurt. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est comme ça, donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as idéalisées, que ce soit quand tu étais encore chez les parents ou quand tu étais au Liban de manière générale? Il y a des choses que tu as idéalisées, ou même quand tu étais petit, il y a des choses que tu as idéalisées. Et au fil du temps qui passait, que ce soit une fois arrivé en France ou peut-être même tu t'en es rendu déjà compte au Liban ou en Égypte, peu importe, à un moment donné, tu t'es dit, il y a cette chose-là que je croyais comme ça quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans un autre cadre, en arrivant dans ce cadre-là, avec cet écosystème-là, avec cette maturité-là, c'est totalement faux. En fait, non, c'est le contraire. D'accord. Je dirais le contraire. Je dirais que je pensais toujours que quand j'étais au Liban, qu'une fois sur Paris, j'aurais mon autonomie, mon indépendance. J'étais conscient
de la responsabilité que j'aurais mon propre appartement, j'aurais un loyer à payer, tu vois, que c'était pas la vie est belle, que ouais, je vais être libre, nani, nanana. Non, il y avait des responsabilités aussi. Et j'ai vécu ça. Mm. Et j'ai vécu ça. Donc, nous, on n'avait rien de faux. Peut-être que j'avais une idée qui est un peu plus mature quand même de Paris, que je sais, ok, Paris est belle, Tour Eiffel, nani, nanana, mais qu'il y a aussi un côté sérieux. Tu viens ici pour faire tes études, tu viens ici pour faire un doctorat, tu viens ici pour aussi gagner ton indépendance, pour faire ton propre cercle de vie. Et comme je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est un truc que j'ai mis dans ma thèse, même dans les remerciements, parce que cette expression, elle est vraiment correcte. Peu à peu, tu commences à créer ta vie. Et c'est comme ça que quand je suis venu sur Paris, j'ai fait ça, ma vie. Petit à petit, j'ai rencontré des amis, j'ai créé mes liens sociaux, professionnels, etc. Mais est-ce que j'avais une idée qui m'était totalement obsolète quand je suis venu sur Paris? Non. D'accord. Non, j'étais conscient, par exemple, que Paris n'est pas une ville parfaite. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils arrivent sur Paris, « Ah, Paris, il y a beaucoup d'ordures. » Bah oui, c'est normal. Vous vous attendez à quoi? C'est une ville qui a 10 millions de personnes. Enfin, je ne sais pas le chiffre, je pense que c'est le chiffre quand même. Mais vous vous attendez à quoi? Et pourtant, je trouve Paris, elle est très belle. Après, moi, en tant que Patrick, je n'avais pas d'autres villes à comparer. Donc, ok, j'ai vécu au Liban. Le Liban, il est oufissime. Niveau nature, niveau temps, niveau climat, etc. Niveau propreté, plus ou moins. Mais niveau ville européenne, je n'avais pas peut-être une autre ville à comparer. Mais pour moi, quand je suis arrivé sur Paris, j'étais conscient de la ville en elle-même, que Paris et les Baies, c'est la ville la plus visitée au monde, j'imagine. Enfin, peut-être j'ai dû des mythes, mais voilà quoi. Et donc, ça m'énerve même quand il y a des gens qui arrivent. Ah, Paris est sale. Mais oui. Mais oui, c'est la ville la plus visitée au monde. C'est la ville la plus touristique au monde. Donc, ok, on se permet. Enfin, c'est pas idéal, d'accord, mais on ne soyez pas si choqués. Et il y a des gens qui ont des malaises à cause de ça. Je pense qu'il y a même un syndrome je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est un syndrome qu'on a découvert chez les Japonais touristiques, des touristes japonais qui ont vraiment un choc quand ils arrivent sur Paris et ils trouvent que la Paris n'est pas Paris qu'ils voyaient dans les médias. Ah, j'en ai entendu parler aussi, ouais. Mais j'ai oublié, je pense que c'est le syndrome de Paris ou syndrome Eiffel, je ne me rappelle plus. Donc, mais oui, je rencontre beaucoup des gens, des Libanais, mais pas nécessairement, mais pas que, qui ont vraiment cette choc qu'ils vivent que Paris n'est pas la Paris qu'ils voient dans les médias. Mais oui. Est-ce que tu penses que en arrivant sur Paris, il y a quelque chose, il y a une manière de penser qui a changé pour toi? Tu as gagné quelque chose en particulier? On en a déjà un petit peu parlé, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu penses qu'en arrivant sur Paris, tu as gagné quelque chose réel par rapport à la situation où tu étais au Liban? À part mon indépendance, mon autonomie, bien évidemment, je suis devenu plus individualiste. Et ça, c'est culturel. Parce que je trouve que la culture européenne, pour ne pas dire que Paris, c'est vraiment une culture d'individualisme où chacun fait son propre truc. Tu vois, c'est pas comme dans la Méditerranée où tu as la famille, tout le monde met le nez dans les affaires de tout le monde, tu vois. T'as pas de vie privée. Ouais. En arrivant en France, t'es venu avec peut-être des choses en tête, avec certains concepts, certaines valeurs en tête, et tu t'es confronté à une nouvelle culture, à des nouvelles lois, à des nouvelles règles. Qu'est-ce qui a fait que ça puisse matcher ou que tu puisses peut-être t'adapter à certaines situations en arrivant sur Paris, en arrivant en France? Après, je pense que je me suis bien adapté. Donc, peut-être les quelques premiers mois, par exemple, l'exemple que je t'ai donné, les bises, c'est un truc stupide, mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, tu apprends. Et surtout, c'était plutôt sur le niveau de langue, la langue que je parlais. Parce que tout d'abord, quand je suis arrivé sur Paris, j'avais un accent apparemment québécois. Je pense que... Ouais. Bien que j'ai jamais visité le Québec, mais je pense que peut-être tes spectateurs, tes écouteurs, entendront un petit
Un petit accent ouais, québécois. voilà, comme ça. Certains me disent, t'as un accent belge, t'as un accent suisse. Il y en a certains qui ont bien reconnu mon accent libanais. Okay. Et c'est généralement des personnes qui côtoient des personnes libanaises qui vivent en France. Mais c'est toujours un problème que je fais face. Même là, maintenant, en te parlant sur le podcast, et ça me prend beaucoup d'efforts pour parler le français, de parler avec un accent correct, pour que les gens au moins puissent comprendre ce que je dis dans ton podcast. Mais ça, au début, ça s'est dilué. Donc, au début, j'avais beaucoup de self-conscience concernant ma langue française. Est-ce que je parle bien le français? Je n'ai pas envie que je sois écarté ou isolé à cause de mon langage, tu vois. Mais à un moment donné, tu apprends. Par exemple, j'ai beaucoup appris l'argot. C'est des trucs que je n'apprends pas nécessairement à l'école ou au collège. Oui, c'est sûr. L'un des exemples qui était le plus pertinent, c'est clope. Donc, au début, j'écoutais les gens disaient je sors fumer une clope. J'ai jamais. C'est pas une cigarette, on ne dit pas une cigarette, c'est quoi clope? Donc, au début, je croyais que je fais fumer une clobe. Je me suis dit, peut-être, c'est un truc comme ça. Puis après, j'ai appris, en fait, c'est clope. Et c'est une façon de dire fumer une cigarette, tu vois. Mais moi, je dirais cigarette. Ce sont des petits mots comme ça qu'à un moment donné, j'ai appris à un peu les intégrer dans mon vocabulaire. Par exemple, le verlan. Après, il y a des mots que je ne savais pas que c'était des verlans, genre meuf. Tu vois, c'est des trucs que je disais même avant, parce que c'était connu quand même. Mais je ne savais pas que c'était une autre langue, bien que la langue française n'est pas assez compliquée apparemment. On doit inventer une autre langue française qui est à l'envers et l'appeler verlan. Mais c'est un truc par exemple, que j'ai appris, tu vois. Quand quelqu'un me dit, je sais pas, ref. Ouais, voilà, même maintenant j'ai écrit. Je dis, OK, il parle de quoi? Il parle de référence. J'ai aucune idée. Mais après, à un moment donné, OK, ref, frérot. Renoir. Ah, ref. Rebeu, tu vois. On va pas t'apprendre ça au collège des sœurs des 5 heures. Donc, ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai que quand le français n'est pas ta langue, comme toute autre langue, quand tu dois apprendre une nouvelle langue, et surtout quand tu l'apprends à l'école ou dans un autre pays qui n'est pas le pays où tu vas essentiellement parler cette langue-là, tu l'apprends quand même de manière très littéraire. Très littéraire. Ce qui fait que tu parles un français qui est assez soutenu, qui est assez poli. C'est ce qu'on me dit souvent. Alors que quand tu arrives dans la réalité, c'est pas totalement ça. Il y a un truc, comme on l'a dit, par exemple, je dis beaucoup, quand je me pose une question, on dit « est-ce qu'il y a ?» Tu vois, j'utilise le truc « est-ce qu'il y a ?» Apparemment, ça, c'est très soutenu et personne ne le dit couramment. Il n'y a que moi qui le dis. Enfin, il y a toujours des trucs. Ça fait 4 ans que je suis là, j'apprends tous les jours des nouveaux mots, des nouvelles expressions, des nouveaux traditions, je dirais, de nouvelles traditions françaises, parisiennes, genre des trucs que tout le monde connaît, mais pas moi, parce que je ne suis pas allé en France. Par exemple, des références à la culture pop française, genre des séries et tout. Moi, je ne connais pas. Je n'ai pas regardé les séries que toi, tu as regardées quand tu étais enfant. Peut-être, oui, mais dans une autre langue ou dans des périodes décalées, parce qu'au Liban, c'était comme ça et en France, c'était comme ça. Après, niveau culture, il y a quand même un certain... rapprochement, chevauchement. Okay. Voilà, un certain chevauchement entre la culture libanaise et la culture européenne, enfin française, parce que on connaît la langue quand même. Donc on connaît les chansons françaises, on connaît les artistes français, on connaît certains acteurs français. Donc c'est pas loin non plus par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être aucun rapport avec la France. Donc je m'en sors un peu mieux peut-être. Mais parce que je suis chanceux d'avoir eu cette éducation française qui m'a permis d'intégrer un peu plus facilement à la culture française que par rapport à d'autres immigrés. Peut-être d'autres personnes ne penseront pas aller en France. Pour moi, c'était un réflexe parce que je connais la langue déjà. C'est un grand atout. Et je connais un peu la culture française et j'ai des amis là-bas. Mais je ne sais pas, quelqu'un d'un autre pays va dire je vais en Allemagne ou je vais en Espagne parce que peut-être en Espagne, ils parlent espagnol ou en Allemagne, ils parlent allemand. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Totalement. Donc, voilà. Ouais. Et tout à l'heure,
Tu as parlé du fait que bah voilà, tu arrivais en France et tu t'es senti. Il y a eu des moments très compliqués de solitude. Là, tu as dû faire face aussi à un choc des cultures. Mhm. Comment tu as vécu tout ça? Comment tu as traversé tout ça et qu'est-ce qui t'a permis de rebondir de tout ça? Sur la solitude, sur le choc culturel aussi. Et le regard des gens, peut-être. Après, le regard des gens, enfin, ça a été OK. Ça a été OK surtout. Enfin, niveau solitude, c'était plutôt les premiers mois. Parce que tu as un certain routine dans ta vie. Avant que tu viennes en France, tu vis avec ta famille. Enfin, surtout au Liban, c'est plus facile. Tu vois, et qu'à un moment donné, tu es là, tout seul. OK, je fais comment les courses? Je n'ai jamais fait des courses dans ma vie. Tu vois, parce que c'était maman qui faisait les courses. Donc, c'était pas moi qui faisais tout ça. Enfin, faire aussi la vaisselle, la lessive, des petits détails que tu n'as jamais pensé avant. Genre, comment utiliser la vaisselle ou laver la lessive. Enfin, les petits trucs de nettoyage à chaque fois. Allô, maman, j'arrive pas. Tu fais comment pour, je sais pas, faire cette recette de cuisine? J'arrive pas à trouver en France les pois chiches. J'ai dit un exemple comme ça. Mais tu vois, parce que toi, tu es habitué à tes propres bouffes. Dont les ingrédients ne sont pas nécessairement disponibles en France. Et tu galères à les trouver et tout. Et des trucs comme ça, des trucs petits. Si par exemple, tu as déchiré, je sais pas, un t-shirt, je fais comment? Je jette ou tu recouds. Voilà, donc je sais pas faire ça, moi. J'ai jamais fait. C'était maman qui m'occupait. Donc, un fils et un maman, oui. Enfin, c'est ça la culture méditerranéenne. Tu vis toute ta vie chez les parents. Peut-être il y a certaines personnes à partir de la trentaine ou de la fin des vingtaines qui commencent à toucher de l'argent convenablement. Ils peuvent participer aussi. Enfin, tu es obligé de participer dans tous les cas, mais tu sors un peu. Il y a des gens qui vivent tout seuls. Mais c'est pas la même culture qu'en France où, à partir de tes 20 ans, tu commences à chercher des appartements pour être seul, etc. C'est totalement un timeline différent. Tu vois. Et après, quand tu t'en vas, tu es seul. Enfin, ici, ta famille ne va pas te poser des questions. Ah, tu sors avec qui? Tu vois. C'est vraiment individualiste. Alors qu'en Méditerranée, tout le monde veut connaître tes histoires. Et je trouve que c'est beau, quand même. C'est quand même un petit rapprochement, enfin, qui est sympa, tu vois. C'est vraiment culturel, mais c'est totalement deux aspects différents de comment vivre sa vie. Et c'est ça qui a été vraiment le choc. Après, la solitude, au début, oui, c'est difficile, mais à la fin, tu as une petite récompense. Enfin, tu te sens satisfait quand tu arrives à faire un truc. Ah, j'ai arrivé à faire cette recette. Ou j'ai arrivé à faire la lessive ou la vaisselle sans déchirer ou abîmer des habits ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, et après, on vit heureusement dans un temps technologique où je peux appeler ma mère quand je veux, et même en vidéo. Donc, imagine si je faisais ça il y a 40 ans ou il y a 30 ans où il n'y avait même pas de webcam, où il n'y avait même pas des téléphones. Ça aurait été totalement difficile. Et ça me rappelle avec mon oncle où il est parti dans les années 80 au Canada comme un immigré, enfin, comme moi, tu vois, mais il n'y avait aucun moyen de communiquer avec sa famille à part les téléphones, enfin, pas les portables. Ça coûtait cher de payer pour faire un appel international. Et donc, mon oncle a envoyé des lettres à sa famille, tu vois. Et ma mère, elle les conserve toujours. Elle m'a montré, voilà, ton oncle, sa première semaine au Canada, elle avait cette lettre. 1800, non, pas tellement ancien non plus. 1900, je sais pas combien. C'est une autre ère. Là, c'est plus facile, c'est plus accessible. Tu as toujours ta famille à côté de toi. Quand je me sens seul, je les appelle, tu vois. Comment ça va? Après, certains me disent qu'en effet, surtout avec ma mère, je la vois plus maintenant qu'en France que quand j'étais au Liban. Parce que je l'appelle tous les jours, tu vois. Au Liban, je n'avais pas ce contact peut-être nécessairement. Je voyais parfois, je la croisais dans la maison, j'étais dans ma chambre, elle était dans sa chambre. Mais le rapport a changé parce que je suis dehors. Je ne suis pas au Liban, je suis en France. C'est une autre perspective que d'être au Liban où you know that they are with you. C'est pas un souci. Alors que là, non, je suis seul. Je m'inquiète quand un jour, peut-être, j'aurai
des problèmes de santé, qu'est-ce qui va se passer, mais j'essaie de ne pas être trop y réfléchir. Mais heureusement que j'ai des potes et tout. Après, pour le clash culturel, par exemple, concernant des trucs que je ne connais pas nécessairement des Français ou de la culture française, j'ai appris à ne pas hésiter à demander. Mm. Et ça m'a aidé beaucoup. Genre, s'il y a une référence que je ne connais pas, OK, expliquez-moi. Bah, ils connaissent mon background. Je ne suis pas français, je ne suis pas né en France. Ça fait 4 ans que je suis là. Bien que je connais la langue et tout, et je trouve que je fais un très bon boulot. Hein. Ouais. Franchement. Un très grand effort. Mais il y a des trucs que je ne vais pas connaître. C'est impossible parce que je n'ai pas vécu ici. Quand tu arrives en France, à Paris, et que tu rencontres justement ce clash culturel ou ces difficultés, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis j'en ai marre, j'ai envie de repartir, à un moment donné, il y en a assez, quoi? Non. Comme je t'ai dit, c'est la meilleure décision de ma vie parce que la France ou Paris en question m'a offert des trucs que je n'avais pas nécessairement au Liban. Je te donne un exemple qui est aussi stupide, enfin pas si stupide que ça, c'est la sécurité sociale. C'est un concept que je trouve très fascinant. Parce que peut-être j'en ai pas bénéficié au Liban, on n'a pas ce système, et donc tu payes une assurance privée qui te couvre si nécessaire, je sais pas quoi, si tu as des visites médicales, même pas, hein, donc des tests sanguins, machin. Mais ici en France, il y a ce concept que je pense que c'est socialiste, où tu payes tes taxes, mais tu as des bénéfices quand même. Donc voilà, tes enfants, ils sont éduqués dans des écoles, tu paies rien, enfin gratuitement, à part la fourniture et tout, etc., et des petits besoins. Tu as besoin d'aller à l'hôpital, à l'hosto, à l'urgence, c'est couvert. Après, pas à 100%, mais c'est suffisant, tu vois. Et ça, je trouve que c'est waouh. Parce que peut-être j'en ai jamais bénéficié dans ma vie. Là, j'hésite pas à m'occuper de ma santé physique et mentale même, à m'assurer que tout va bien. Au début, par exemple, au Liban, j'hésitais d'aller chez le médecin parce que je voulais pas payer une blinde, que je n'ai pas les moyens et tout, et que je souffrais en plus. Mais là, c'est pas non plus un bonus. Tu payes des taxes, tu payes des impôts, tu vois. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas payer des impôts et payer des taxes, et je comprends. Mais moi, je suis très content. Prenez mon argent, j'ai aucun souci parce que j'ai des bénéfices, j'ai des aides, la sécurité sociale qui s'occupe de tout. Et ça, je trouve le concept qui était nouveau pour moi, je le trouve très bien. Peut-être parce que moi, en tant que Patrick, qui vient d'un pays où j'avais pas enfin, peut-être ce luxe. Je dirais même luxe. Et même, c'est pas parce que Patrick vient du Liban, si tu vas aux États-Unis, c'est un autre problème. Plus, ouais. Donc, je dirais que c'est vraiment spécifique à la France, peut-être aux pays européens. Je pense que c'est le même cas en Espagne. Enfin, je connais pas trop, mais voilà, quoi. Non, je pense jamais retourner au Liban parce que je m'y trouve plus. C'est... là, maintenant, je suis libre. Comme je te dis, métro, je peux aller où je veux. Je peux voyager en Europe. Je peux découvrir le monde. Au Liban, je me sens emprisonné. C'est pas à cause du Liban. C'est parce que j'ai pas les moyens pour acheter des voitures ou parce que là, maintenant, la situation là-bas, elle est un peu difficile et tout, mais ça va un peu mieux là, mais on sait jamais quand ça va retourner. Tu vois, à des conflits politiques. Et moi, j'en ai assez. Je ne peux pas vivre dans un stress continu. Mais j'adore le pays. Enfin, j'aime pas le gouvernement. Mais j'adore le pays. Le pays, il est génial. Il est très beau. À chaque fois que j'y retourne, je comprends en effet pourquoi tout le monde, même les étrangers, adorent le Liban. Parce qu'il y a tout. Enfin, tu as la plage, tu as les montagnes, tu as la neige, tu as ce que tu veux, tu as la bouffe, tu as de beaux gens. Donc... Mais malheureusement, pas pour y vivre, juste pour des vacances. Je comprends totalement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui te révolte dans le circuit que tu as pris, dans le chemin que tu as fait, la trajectoire que tu as pris? Est-ce qu'il y a des choses que tu as rencontrées, des prises de conscience que tu as eues qui t'ont révolté ou des constats que tu as pu faire? Alors, heureusement que j'ai un entourage qui est sain. Donc, j'ai pas vécu des situations directes où ça m'a révolté, mais
La situation en question, comme dans n'importe quel pays, c'est l'existence de l'extrême droite qui est raciste, xénophobe, tout ce qui va avec, homophobie, etc. Ça c'est un truc qui me révolte de ouf parce que peut-être je suis biaisé, parce que je suis un immigré qui est venu ici peut-être pour profiter d'une opportunité, mais en même temps, je paye mes impôts, je participe à la vie en France. Je participe à la vie au collectif, à la vie collective. Voilà, à la vie collective en France. Donc, c'est pas genre je profite, parce qu'on a toujours cette impression de l'extrême droite que les immigrés profitent des Français. C'est comme si les immigrés étaient des parasites. Tu vois, surtout, on te donne souvent l'exemple de la CAF. Ils profitent des aides sans un retour, alors que ça, je trouve quand même que c'est un peu abusé. Il y a plein de vidéos en ligne qui t'expliquent comment le CAF fonctionne, et ce n'est pas le cas. Hein. On connaît bien que les aides ne parachutent pas du ciel. Ouais. Tu dois emmener des preuves et tout, etc. Et en même temps, tu es en train de faire un retour au niveau impôt, au niveau, je sais pas quoi, tout ce qu'on te demande. Donc, c'est pas gratuit. Et ça me révolte beaucoup, pas seulement en tant que ça, mais en niveau xénophobie, genre, non, en 2025. Après, c'est le même scénario qui se répète. Tu vois, c'est pas un truc nouveau. C'est la faute aux immigrés, je sais pas quoi, n'importe quelle déstabilisation dans le pays. Il faut arrêter là. Enfin, ce qui est marrant, c'est que la plupart des immigrés qui sont en France sont venus sur invitation de France. C'est pas des immigrés clandestins. La proportion des immigrés clandestins, elle est très petite. Mais c'est plutôt des gens qui viennent pour travailler et qui ont la facilitation de la France. Donc, est-ce que c'est la faute des immigrés ou la faute à la France ? Personne, hein, parce que la France a besoin quand même de main-d'œuvre. De main-d'œuvre, voilà. Donc, quand on dit que c'est la faute aux immigrés, enfin, c'est le bouc émissaire de tous les problèmes de la France, ça me révolte de ouf. Déjà aussi, l'environnement... c'est plutôt pas que France, mais c'est un truc qu'on voit déjà un peu dans le monde, dans les États-Unis, en Italie et tout. On voit la montée de l'extrême droite. Et ça, j'arrive pas à comprendre comment les gens puissent être si aveugles. Aussi aveugles pour de la haine. Tu vois, de la haine gratuite. Parce qu'on a regardé quelques vidéos en ligne, on a vu des gens tabasser des vitres, et cette personne a une couleur particulière. Voilà, on fait un stéréotype que la faute, c'est la faute à X ou Y pour tous les problèmes de la France. Et ça me révolte de ouf. Aujourd'hui, avec ton parcours, que ce soit les rencontres, les épreuves que tu as pu traverser, la personne que tu es devenue aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend fier ? Je suis fier de moi-même. Enfin, qu'est-ce qui me rend fier ? Je suis fier de moi-même, du Patrick qui est maintenant. Carrément. Et j'ai jamais pensé dans ma vie que je serais capable de le faire. Donc, le fait que maintenant, j'ai quitté mon pays, j'ai réussi à intégrer une nouvelle société, et à adorer cette société, à adorer Paris, à adorer tous mes amis et mon entourage, et le travail et ma carrière ici, ça me rend fier de ouf. De dire que, voilà, j'ai réussi. C'est une petite réussite. Enfin, peut-être c'est une réussite banale pour quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est une réussite majeure. Donc, je suis fier de moi-même et j'ai aucun problème à le dire parce que je sais les obstacles, je sais les épreuves que j'ai passées pour arriver à ce point-là. Et là, je vais bientôt soumettre... j'ai soumis mon manuscrit. Je vais maintenant bientôt faire ma soutenance de thèse et voilà quoi. Donc, c'est le résultat de 4 ans de combats, de défis. J'aime pas dire des combats parce que c'est pas non plus des 4 ans que je passais malgré moi-même. C'était les 4 années les plus belles de ma vie. Mais il y avait quand même des défis. C'était pas facile à faire. Et j'ai réussi à les dépasser. J'ai réussi à me développer, à m'épanouir. Beaucoup plus que je le pensais, en effet. J'ai réussi à découvrir des choses en moi-même, que j'étais assez autonome, que j'étais assez indépendant, que je suis capable de prendre des décisions tout seul, sans l'aide de ma famille, de mes frères, de mon frère, de ma sœur, tu vois, sans consulter personne. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas, à chaque fois de prendre une décision, téléphoner à ta famille et te dire « est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça ?» Non. Ici, tu es seul. Et à chaque fois que je fais un truc où je pense que l'ancien Patrick ne le fera pas, je suis fier. Parce que c'est complètement 180 degrés. Donc oui, je suis fier de moi-même.
Tu viens justement de toucher du doigt l'ancien Patrick. Qu'est-ce que, si tu pouvais l'avoir en face de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh. Tu sais, cette question, bien que, enfin, pour les gens qui regardent RuPaul's Drag Race, ils savent très bien que c'est l'une des questions que RuPaul demande à ses finalistes. Donc, je me sens une finaliste de cette saison aussi. Mais qu'est-ce que je dirais à l'ancien Patrick? Que tout ira bien. Qu'à la fin, tout ira bien. Tous les soucis que tu penses que sont d'une importance extrême, toutes les collines que tu te mets toi-même, qui n'existent même pas. C'est ça la raison de l'anxiété en elle-même. Tu te mets des collines qui sont peut-être des petits reliefs. C'est d'exagérer les reliefs en collines, en montagne même. Ça ne vaut pas la peine. Et va sur Paris, hein, tu vas être très content. Donc, arrête de te... De tourner autour du pot, de ressasser. Voilà, donc vas-y. Et si aujourd'hui, je t'enlevais ton métier, donc ta carrière de docteur en recherche, c'est qui? Un cinéphile. Un grand cinéphile. Après, je ne suis pas spécialiste des films, mais j'adore regarder des films. Ça me définit, oui. Je dirais que ça me définit parce que j'adore. C'est mon petit hobby. Ça me permet d'avoir des perspectives différentes du monde que quand je regarde des films d'horreur, par exemple, ou quand je regarde des films plus sérieux. Tu vois, ça me plonge dans un monde qui est totalement différent. Ça me permet de dézonner, en effet. Et d'aller dans d'autres mondes, dans d'autres univers. Et peut-être parfois d'avoir d'autres perspectives sur ta vie toi-même. Hein. Ça te fait de réfléchir parfois que peut-être je fais un truc X que je ne devrais pas faire ou d'avoir une autre vue sur des trucs que tu passes dans un moment X ou dans un moment Y. Donc, oui, je dirais que je suis cinéphile. Je dirais que je suis une personne qui est bien curieux, qui est déterminée. Une personne qui est déterminée. Après, je suis plein de défauts. Donc, un gros flemmard. Donc, dire ça, c'est très bien. Ça, j'essaie de travailler dessus. Tu vois, je suis peut-être pas très actif physiquement, disons. Par exemple, ça, c'est un autre choc culturel. Parce qu'en France, on est très actifs physiquement. Tu as les personnes qui vont en vélo au boulot, tu vois, qui vont à la salle, qui courent dans les parcs, etc. Et pour moi, ça c'est très nouveau. Hein. Enfin, peut-être pour Patrick, pas pour quelqu'un qui vient du Liban, mais pour moi, c'est un truc... je pense que parce que peut-être j'ai assez dans ma tête que j'ai pas de place pour penser à autre chose, genre s'occuper de mon corps, s'occuper de mon physique, tu vois. Et bien que je me sens bien maintenant dans mon physique, mais il y a toujours de la place pour s'améliorer. Et donc ça, c'est un point que, par exemple, que j'essaye de travailler dessus, pour éviter d'être un gros flemmard, se bouger le cul un peu, parce que c'est bien pour la santé. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui reste de moi? Un cinéphile flemmard. D'accord. Et là, si je te demandais de quelque chose, si tu souhaitais accomplir quelque chose que tu n'as pas encore accompli, ça serait quoi? Bah là, je vise à acheter un appartement. D'accord. C'est pas un but prochain, enfin pour bientôt, parce que on n'a pas les moyens financiers, surtout pour acheter un truc sur Paris, c'est impossible. Mais je compte peut-être dans les 10 prochaines années acheter un truc pour moi. Parce que Patrick a vécu dans beaucoup de maisons, dans beaucoup d'appartements, qui étaient à louer à chaque fois, depuis que je suis tout petit, avec ma famille et tout. Et on n'a jamais eu une maison, un appartement pour nous-mêmes. Donc, tu vois, mes parents n'ont pas pu acheter. Et j'aimerais moi-même acheter un truc pour sentir que, enfin, j'ai une stabilité pour le reste de ma vie. Devenir propriétaire. Devenir propriétaire, voilà, exactement. D'accord. Donc, c'est un truc pas fun, j'avoue, mais quand même, c'est un but. But au but. Oui, c'est un but. Un but, voilà. Donc, c'est un but peut-être pour le futur, pas assez lointain, une idée très proche. Donc, voilà. D'accord. Et merci beaucoup, Patrick, pour ton parcours, pour toute ton histoire. Maintenant, imagine que ce micro que tu as, qui t'a permis de véhiculer justement ton histoire, tu peux le passer à quelqu'un d'autre.
qui ça serait? Qui ça serait? Le premier truc que j'ai en tête, c'est peut-être donner un peu la parole à la communauté trans. La communauté trans, c'est l'une des communautés qui sont les plus discriminées, je ne pense pas seulement en France, mais au monde. Et c'est une communauté qui est très mal comprise et qui est très isolée, très écartée. Et on n'a pas assez de compréhension sur cette communauté. Et je trouve que cette communauté a besoin que quelqu'un lui donne la parole. Pas qu'elle s'explique, mais qu'elle explique aux autres ses propres collines, ses propres reliefs, ses propres montagnes. Qu'on soit un peu plus compréhensif l'un de l'autre parce que cette communauté subit beaucoup de haine. Quand tu vois une personne qui est un peu à la limite, homme ou femme, voilà, elle est sujette à des plaisanteries, pas si plaisantes, à des moqueries, disons. Et surtout, les médias maintenant ont tendance à rendre la communauté trans comme un bouc émissaire pour n'importe quel, débordement moral. Voilà, exactement. Comme un débordement moral, on met toujours la communauté trans en avant. Alors que je trouve que cette communauté est l'une des plus... Enfin, c'est la communauté la plus courageuse qu'on peut trouver de changer son identité pour qu'elle matche ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que je trouve que c'est horrible de vivre dans un corps qui ne te convient pas. C'est une souffrance qui est continue, sans arrêt, et de pouvoir prendre la décision de dire moi je vais changer de corps pour que mon corps se matche avec mon identité, ça je trouve que c'est un truc le plus courageux et le plus beau qu'une personne peut faire pour soi-même. Et on a besoin de comprendre la souffrance de cette communauté, de la comprendre pour aimer cette communauté et ne pas juste la détester pour la détester parce qu'une personne ne te ressemble pas ou une personne ne semble pas, entre guillemets, normale ou dans les normes de la société. Et donc oui, si un jour tu as la chance d'inviter une personne trans, je te l'encourage parce qu'on a besoin un peu de comprendre cette période, enfin leur propre colline, leur propre montagne, comment se passe la transition. Il y a des gens beaucoup qui ne savent pas comment la transition a lieu. On assume beaucoup de choses sur la communauté trans. Donc je pense qu'inviter une personne trans sera beaucoup, nous donnera beaucoup de bénéfices pour un peu avoir l'idée de qu'est-ce qu'être trans aujourd'hui en France. Et ben voilà. Ça sera avec plaisir, en tout cas, que je pourrais donner le micro, que je veux donner le micro à une personne trans. Donc, de toute façon, cet extrait sera véhiculé et la personne qui se porte volontaire et qui souhaite prendre le micro pour témoigner de son parcours, de sa situation, je me ferai un plaisir de pouvoir l'accueillir ici. Parce qu'effectivement, comme tu as dit, c'est quelque chose quand même de fort, qui est très fort, qui demande énormément de force et de courage, de vouloir changer son apparence pour le faire matcher, pour le faire aller avec ce qui on est à l'intérieur, dans la tête, dans le cœur. Donc finalement, pouvoir être aligné avec soi-même. Soi-même, exactement. Totalement. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Non, merci à toi pour ce podcast. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises. C'est ma première fois dans un podcast. Et désolé pour les gens qui ont du mal à comprendre mon français, mais j'essaye. Ça va le faire. On apprend. Donc voilà, merci à toi pour m'avoir donné la parole et pour pouvoir aussi m'explorer, me découvrir un tout petit peu. C'est une forme thérapeutique aussi d'être posé ce genre de questions et d'avoir un petit reflet sur soi-même. Sur les dernières années qu'on a passées, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on est? Est-ce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on est? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut changer? Et moi, je dirais non. Je pense que même avec mes échecs, non. Échecs. Voilà, pardon. Voilà, c'est un autre exemple. Même avec mes échecs, je suis totalement fier de moi-même et je ne regrette pas d'avoir eu ces échecs parce que c'est grâce à ces échecs que je suis maintenant la personne que je suis et que c'est pas faux et c'est OK de faire des fautes et d'apprendre. Ne vous en voulez pas. It's fine. No one cares. La vie est courte. YOLO.
Merci. Clap. Clap. Vas-y, ensemble. Clap.